Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, nous vous proposons les confidences d'un jeune témoin de l'histoire. Il est jeune, il est natif de la région de Kidal. Il s'agit de Sidi El Mehdi Ag Al-Baka. Malgré les menaces, malgré les tentatives de chantage, il est resté profondément attaché à sa patrie. Ce jeune a vécu la chute de Kidal en 2012, la période de l'occupation, mais aussi la reprise de Kidal le 14 novembre 2023. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, il nous raconte comment il a vécu ces événements de 2012 jusqu'à nos jours. Suivons pour plus de détails. En 2012, une coalition de mouvements terroristes s'est organisée pour déstabiliser, sinon même effacer le Mali de la carte d'Afrique. Certes, au début, les projets n'étaient pas visibles pour tout le monde parce qu'il y a des branches, notamment la drogue, la cocaïne, le blanchissement d'argent. Il y a pas mal de secteurs qui ont accompagné la tendance religieuse au nom de la religion, mais qui n'a rien à voir avec la religion, il faut avoir le courage de le dire. Déjà en 2012, avec la naissance de certaines branches qui viennent directement des pays très très proches du nôtre, qui se sont installées des années d'Iran, on le savait, mais malheureusement en 2012, on ne pouvait pas en parler. Et le début des opérations nous a tout de suite laissé comprendre que les jours de notre pays seront vraiment difficiles. Parce que déjà, on avait une armée, certes, qui était sur place, mais qui n'avait pas tous les moyens qu'il faut pour répondre à la menace qui venait. La chute d'Adelhok, le message le plus fort, c'est la communication après les massacres de nos hommes. Il y a toujours eu d'attaques, il y a toujours eu des morts, mais on n'a jamais mis sur la place publique les images de nos hommes qui sont morts avant Adelhok de cette manière. C'est un message de propagande pour décourager les troupes, pour envoyer un message aux autres frères d'armes pour qu'ils cèdent à la panique et abandonnent. Et je me rappelle comme si c'était hier à Kidal, c'est vers 7h40 que nous avons compris que Kidal ne pouvait plus tenir. Moi, j'étais encore très jeune, mais j'étais dans les dispositifs militaires. Fils d'un journaliste qui avait quand même l'envie d'épouser ce métier. Donc, quand nous avons compris que c'était fini pour Kidal, les restes des hommes, des équipements se retrouvaient au niveau du trésor et nous avons pris la route de Takalout. Nous sommes arrivés à Takalout vers midi 30, où, à l'époque, encore colonel, je pense colonel, il n'était même pas colonel-major encore, Gamou avait rassemblé les hommes et les équipements et a négocié miraculeusement, il faut le dire, une sortie vers le Niger. Début de l'occupation du nord de notre pays. Installation des groupes djihadistes, l'application de la charia, on se rappelle des couples qui ont été tués à Adelhok, on se rappelle des bras et des pieds qui ont été coupés au-delà même de Kidal, dans les autres régions. Un bon matin, on se réveille, nous sommes dans un état dit islamique. Même si, je le dis encore, ça n'a rien à voir avec la religion que nous aimons, que nous connaissons. Il fallait vraiment se poser beaucoup de questions. Et pour moi, un retour à la normale était nécessaire, mais je savais que ça allait être difficile. Parce que l'armée était déjà brisée, désorientée, pas du tout équipée, mais la PISCO s'est installée. Mais avec le début de la reconquête, un espoir quand même venait de naître. Les troupes stationnées au Niger ont rejoint des hommes, des officiers de valeur, il faut avoir le courage de le dire, se sont engagés. Et avec l'intervention de la force dite amie de l'époque, la reconquête a démarré. Certes, beaucoup ne le disent pas, mais qu'on a tenu grâce à la force des militaires maliens. C'est vrai, quelque part, on a aidé, mais je le dis devant l'histoire de Jassine,
Ce sont les militaires maliens qui ont brisé les colonnes des véhicules qui sont allés attaquer Konna. Le reste de l'histoire, nous connaissons les détails. Gao a été libéré, Tombouctou pareil. Le général Didier, à l'époque colonel-major et ses hommes, ont pris de la plus belle manière à Nefif sans donner aucune chance à l'ennemi. Mais le début de la mauvaise histoire démarre ici. À partir d'Anefif, l'armée malienne n'avait plus le droit de dépasser Anefif, même d'un seul centimètre. Un jour, un officier français me disait comme ça, Sidi, les gens vont me permettre cette expression, mais ce n'est pas la mienne. Pourquoi vous êtes avec les Noirs? Vous aurez votre place entre vos frères. Ça m'a quand même un peu travaillé la tête. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous appelez les Noirs? Ce sont mes frères d'ici. Je vous montre mon corps. Si vous enlevez les parties noires de mon corps, je ne pourrai plus ressembler à un être humain. Pour nous, nous n'avons pas été éduqués comme ça. Chacun de nous représente une partie de l'autre. Et je ne suis pas dans ce combat parce que les autres se sont engagés. Je suis un citoyen malien. Je n'ai jamais négocié ma nationalité. Ceux qui sont nés au Sud ne sont pas plus maliens que moi. Je ne me considère pas comme un malien de seconde zone. Donc il y avait déjà une envie d'essayer de convaincre les Touaregs, les Arabes, les Piles, qui étaient acquis pour la cause malienne, de les amener sur un terrain de revendication, de séparation d'un État fantôme, de je ne sais qui sort d'où. Ça ne se cachait même pas. Donc déjà, on avait des signes de tentatives, si vous voulez, de corruption, surtout de vous pousser à vous aligner à l'idéologie séparatiste. Ça n'était pas du tout clair. On a vu la rencontre avec les éléments de Serval à l'époque, avec des femmes de Kidal. On a vu des rapprochements à un niveau très très élevé. Et au même moment où Serval combattait, ou soi-disant combattre le terrorisme, rencontrait d'autres chefs terroristes. Il y a Anguille Serach. De là, il y a des éléments qui peuvent parler à quelqu'un, qui peut lire la situation du pays. Donc, malheureusement, l'armée malienne a été stoppée à Nefif. Les mouvements séparatistes djihadistes de l'époque, parce qu'il y a eu quand même un changement, sont restés maîtres de Kidal. On nous a parlé de l'accord de Ouaga, vous vous rappelez bien. Ensuite, non, on est parti à Alger, il fallait négocier un accord. Et même cet accord dit, toutes les parties signataires reconnaissent l'intégrité territoriale du Mali, sa forme laïque et républicaine. À partir de là, le débat était clos. Il ne pouvait plus y avoir un autre État au Mali en dehors du Mali. Malgré la signature de cet accord, malgré la présence de la communauté internationale qui soutenait, mais sur le terrain, c'était autre chose. Alors, l'armée a pris Anefif, l'armée a été stoppée. Ensuite, il fallait quand même organiser les élections. Et pour organiser les élections, il fallait faire venir l'armée. C'est pour les élections qu'une partie de nos forces stationnées à Anefif a réussi à faire mouvement sur Kidal. Et pour accueillir cette armée, je me rappelle bien, c'était au mois de juillet 2013, moi j'ai mobilisé les femmes et les jeunes de Kidal. Nous sommes sortis vers 16h pour dire « Aou Bismillah » à notre armée, parce que ça fait quand même des années. Et ce que les gens de l'époque de Serval ne comprenaient pas, ce n'est pas une armée étrangère qui venait sur un territoire. Non, c'était une armée nationale qui vient sur son territoire. Dans cette armée, moi j'avais mon petit frère. J'avais un oncle. La deuxième personnalité de ce contingent, c'est un mari à ma sœur. C'est ma famille. Donc on ne pouvait pas m'empêcher de venir souhaiter la bienvenue à cette armée. 2 heures après, ces femmes, ces jeunes ont été massacrés par les mouvements devant les yeux de la communauté internationale qui n'a pas branché un mot. Finalement, nous sommes rentrés au camp avec les militaires. Nous avons fait 28 jours. Et, sous le commandement, à l'époque, colonel Mamari Kamara, aujourd'hui qui est général, qu'on salue de passage, qui nous a beaucoup soutenus. Et l'armée a commencé à s'installer petit à petit. Et vous savez, la cohabitation entre l'armée malienne et les populations de Kidal ne date pas d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Tout ce qui a été réalisé dans la région de Kidal, depuis les années de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, à 75%,
c'est sous le leadership de l'armée ou sous le soutien direct des forces armées de sécurité. Vous prenez les routes, vous prenez les centres de formation, vous prenez les maraîchages, vous prenez les activités génératrices de revenus, vous prenez les stades de Kidal, vous prenez le magasin, et j'en oublie volontiers. C'est les fruits de l'armée malienne. C'est à Kidal que vous avez des Koulibaly plus clairs que le soleil. On ne peut pas me parler aujourd'hui d'un État dans un autre État. Non, ça, c'est une stratégie bien réfléchie pour diviser les fils d'une même mère. Et ça, nous l'avons compris très très tôt. Maintenant, après les élections, nous avons commencé à organiser les activités. L'armée a commencé à sortir petit à petit. Moi, je me rappelle bien, on avait le contrôle du marché, on avait le contrôle des 4 checkpoints de Kidal et de la BMS. Et quand l'armée avait le contrôle de la BMS, tout allait très bien, aucun problème. Les mouvements de l'époque avec la communauté internationale ont fait de telle sorte qu'il y a des problèmes. Vous vous rappelez de la visite avortée de l'ancien Premier ministre où on a tiré sur les femmes de Kidal et on a accusé l'armée. J'étais sur le terrain. Et ceux qui ont tiré aujourd'hui ne peuvent pas s'arrêter devant cette caméra et me dire qu'ils n'ont pas tiré. L'armée n'avait pas tiré ce jour-là. Et on sait ce qui a été dit après. Mais après la visite, on a obligé l'armée malienne à quitter la BMS, à retourner dans son camp, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'à l'époque, quand l'Élysée dit à Bamako change, Bamako change. Quelle que soit l'efficacité de l'officier sur le terrain, s'il ne fait pas l'affaire de l'Élysée, il en prend ses dépens. Et beaucoup de braves officiers de l'armée ont payé les frais. Il faut aussi avoir le courage de le dire. Ensuite, on a dit à l'armée de quitter la BMS. 19 jours avant, un kamikaze tombe sur la banque et ça en est fini pour la BMS de Kidal. Alors que le dispositif que l'armée avait mis en place permettait de protéger la banque à 200%. C'est après le départ de l'armée malienne, l'installation de casques bleus, qu'elle a été attaquée. Ça, il faut que les gens aussi le sachent.